comme je vous l'ai dit, je suis Janine Akizimana, adjointe à la coordination du Réseau international des femmes pour la démocratie, la section du Canada. Chaque automne, le Réseau international des femmes pour la démocratie organise une journée à l'honneur de la relève, au cours de laquelle est décerné généralement le prix Jeunesse engagée. Il s'agit pour nous de la reconnaissance de l'action que chacun fait. En fait, en créant ce prix spécial pour les jeunes, c'est pour souligner l'importance que les jeunes ont à jouer pour trouver des solutions aux problèmes de paix et de démocratie auxquels leurs sociétés sont confrontées. Alors, pour nous, les jeunes, évidemment, sont des héritiers de l'avenir, les futurs gestionnaires de la société. Donc, il leur appartient de prendre leur destin en main. Alors, en fait, notre rôle à nous, je dirais les plus anciens, c'est d'encourager la participation des jeunes au développement d'une culture de paix et de démocratie, une culture qui est symbolisée par la passation de la flamme de la démocratie entre les plus âgés, que nous sommes, les petits rois, et les jeunes lors des activités de la relève. Ainsi, nous sommes très heureuses d'être réunis pour la 11e édition de la Journée de la relève, au cours de laquelle, évidemment, on décernera le prix Jeunesse engagée pour l'année 2021. Alors, je vous dirais, je pense que ceux qui sont ici, n'hésitez pas à aller visiter notre site web pour voir les actions qui sont menées par le Réseau international des femmes pour la démocratie. Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous qui êtes là et qui nous suivez ce soir. Sans plus tarder, je vais passer la parole à la coordonnatrice, Madame Papetu Mamutse, qui va nous présenter nos invités. Merci, ma chère Janine, de me passer la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous suivent de loin ce soir. Nous voici donc à notre débat. Ce débat, nous l'avons créé autour d'un verre cordial parce que nous estimons que, oui, en prenant un verre cordial ensemble, on est plus outillé pour vraiment dialoguer de manière justement cordiale. Alors, je lève mon verre à notre santé et je vous invite tous à lever votre verre, un verre cordial. Et voilà. Ce soir, donc, nous avons un panel très peu commun puisqu'il réunit sur une table les grands jeunes et les très jeunes. Permettez-moi d'utiliser cette terminologie afin que je puisse moi-même me qualifier. L'aîné, c'est moi autour de ce verre. Janine est ma relève. Et nous avons invité des grands jeunes qui sont Achille Kamana, Natacha Abingeneye, et la plus jeune de toutes et de tous, Tracy Mugabe-Kazi. Sans même devoir vous le mentionner, vous aurez donc compris que nous sommes dans un dialogue où, je dirais, à la passation du pouvoir du flambeau, disons, entre les générations. Quoi de plus formidable? Je vous indique alors ce soir le fonctionnement que nous allons avoir donc afin que nous puissions justement mener un dialogue très enrichissant et je n'en doute pas du tout. Chacun de nos invités va nous parler de lui ou d'elle, justement de la manière qu'elle peut vraiment se décrire dans ses engagements, et elle va parler de l'importance quant à l'engagement de la jeunesse en général
pour améliorer les conditions de vie humaine de la population. C'est ça le thème principal de votre débat, de notre débat, parce que l'essentiel, c'est vraiment d'insuffler cette flamme et de se dire que chacun de nous est concerné par ce qui se passe dans la société. Nous avons des responsabilités, mais avoir les responsabilités, c'est aussi agir. Alors, c'est à vous la parole. Je laisse à Janine d'introduire la première période. Alors, évidemment, nous allons passer la parole d'abord à Natacha, qui va commencer, puis comme je vous dis, ce sera après Achille qui va se présenter et enfin Tracy. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et toutes qui nous suivez. Alors, très rapidement, je m'appelle Natacha Wingeneye. Je fais partie de Jambo ASBL. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Donc, bonjour, je m'appelle Achille Kamana, j'habite au Canada. Je suis impliqué dans plusieurs organisations et il me fera plaisir de partager avec vous quelques-unes de mes expériences et mes opinions. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis la cadette Tracy Mugabekazi. Je vais poser les questions à nos très intéressants intervenants et intervenantes. Je ne suis pas sûre de l'ordre de la structure, mais est-ce que je les pose maintenant ou est-ce qu'on va... Je les pose maintenant? Non, pour l'instant, je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet. Puis, il y a Natacha qui va nous parler un peu de de ce qu'elle fait de façon, parce que je lui donne quand même 4 minutes. Là, ils se sont juste présentés, ils ont juste donné leur nom. Mais on aimerait qu'ils élaborent beaucoup plus sur leur engagement. Et ensuite, ce sera à Achille de parler de son engagement et ce qui va permettre évidemment à Tracy de poser ses questions. Merci. Alors, déjà, donc j'imagine, je vais essayer de répondre à la question sur l'engagement. D'abord, pourquoi l'engagement? J'estime qu'il est important pour chacun d'entre nous de se saisir de la chose, en fait, de sa vie, d'être maître de sa destinée. Quand on grandit, on a des rêves, on regarde autour de nous, on est inspiré par ce qu'on voit. Parfois, on est aussi inspiré par ce qu'on voit dans le sens de ce qu'on ne veut pas pour notre vie. Et par mon parcours personnel, j'ai perdu mon père dans des circonstances très troubles et très sombres. Cela a titillé en moi le besoin de comprendre ce qui m'entourait, donc ce qui m'échappait. De par cette tragédie qui a commencé, on va dire, d'un point de vue personnel, l'envie de comprendre m'a poussée à explorer d'autres cieux. Et une fois qu'on commence à toucher à des choses qui nous inquiètent, qui nous nourrissent, parce qu'il faut savoir aussi qui on est, qu'est-ce qui nous nourrit, je pense que c'est là où se pose la question de l'engagement. Personnellement, pour ma part, j'ai touché, donc on va dire, j'ai commencé à essayer de comprendre le cas du Rwanda, qui m'a d'abord amené sur plusieurs chemins. Je vais toucher brièvement à ces chemins-là ce soir, mais si je suis trop longue, n'hésitez pas à m'interrompre. La première, c'était la compréhension de qui je suis, donc la construction de mon identité personnelle. J'ai d'abord vraiment été fascinée par la culture rwandaise. Je me suis engagée, j'ai toujours été dans des ballets de danse, de culture et autres, mais on va dire que ça m'a également fort nourrie
J'ai été par exemple responsable dans le ballet Inyandie, qui est un des plus grands ballets rwandais en extérieur du pays, on va dire, qui est connu, qui est actif en Belgique. Ça m'a permis en fait de comprendre aussi, d'apporter cette facette-là de mon identité, qui avait besoin, qui avait soif de savoir d'où je viens, de savoir Indinozi Wachu, de savoir Imyambalo Iwachu, de savoir en fait qui je suis tout simplement. Mais alors se pose aussi la question de l'histoire du Rwanda qui est douloureuse. Quand on commence à se poser des questions, je pense que comme tout être, le cerveau, il s'enchaîne et quand on a de la chance, on trouve des réponses ou on trouve des compagnons de route. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, dans la période qui a suivi le décès et l'assassinat de mon père, j'ai entamé cette démarche de compréhension de l'histoire, des événements, on va dire, de l'ordre de l'histoire du Rwanda et des pays autour. C'est important, j'y reviendrai plus tard. Dans ce chemin, j'ai rencontré d'autres jeunes comme moi qui se posaient des questions et on a décidé ensemble de fonder Jambo ASBL. Notre slogan, je pense, dit tout ce qu'on veut, auquel on aspire pour nous, mais aussi pour nos compatriotes, c'est-à-dire être maître de notre destin. C'est un appel que je te lance à toi pour que nous soyons ensemble maîtres de notre destin. Voilà, dans cette initiative qui est née petit, nous étions 13, a grandi jusqu'à aujourd'hui, représenter Jambo ASBL que vous connaissez, que vous entendez, que vous pouvez même rencontrer dans vos activités, que ce soit autour de la mémoire ou que ce soit autour de l'information juste sur le Rwanda et la région des Grands Lacs d'Afrique, des œuvres de paix, des œuvres pour le vivre ensemble, pour la cohabitation de nos peuples tout simplement. C'est ce qui m'a poussée aujourd'hui, en tout cas, à m'engager, c'est, et je vais y revenir plus tard, ce que j'ai envie de dire comme message, c'est il y a une responsabilité qui vient avec le fait de savoir. Cette responsabilité, elle nous incombe à tous, chacun où qu'il soit, chacun dans son domaine, c'est très important, chacun dans son domaine, chacun dans ce qu'il a envie d'être, parce qu'il ne s'agit pas de tous devenir des copies conformes les uns des autres, il faut qu'on se trouve. Par contre, une fois qu'on sait ce qui se passe, je pense qu'il y a une responsabilité à agir. Agir comment? Comme on veut, comme on peut, mais agir surtout. Et ce soir, je pense que le thème de l'engagement est quelque chose sur lequel il faut revenir. Longtemps, on peut se bercer en fait longtemps d'illusions en se disant que d'autres s'en occupent, d'autres sont mieux outillés pour s'en occuper, d'autres ont un passé beaucoup plus long que le mien pour se pencher dessus, sauf que les autres ne vont jamais faire ce que vous voulez. Les autres ne sauront jamais ce que vous pensez, ni ce qui se trouve dans votre cœur. Alors, lorsqu'on ne veut pas subir, on se lève et on agit. Et agir, ça prend différentes formes, comme je disais, des conversations comme celle-ci, des recherches, des travaux de recherche académiques, des actions politiques, c'est-à-dire l'engagement au sens politique, des actions dans le sens du dialogue pour encourager les différentes parties impliquées à simplement réduire la distance qu'il y a entre nous. Bref, il y a de l'espace pour tout le monde et c'est le sens de mon message de ce soir. Surtout, ne rien faire, ce serait criminel. Je pense que lorsqu'on est dans cette démarche pour la vérité, lorsqu'on commence ne serait-ce qu'à comprendre l'ampleur du problème, ou en tout cas la question qui se pose, je pense qu'on peut être clair aussi et se dire qu'il ne s'agit pas d'un problème d'une personne. Par exemple, pour moi, lorsque j'ai commencé mon chemin d'études et de compréhension, il ne s'agissait plus du problème de mon père. Parce que si je m'arrête au problème de mon père n'est plus, il est mort. Peu importe ce que je fais, ça ne pourra jamais le ramener. Par contre, qu'en est-il de mon voisin rwandais, de ma voisine rwandaise, et quid de mon voisin congolais? En fait, qu'est-ce qui se passe en Congo-Brazzaville? Qu'est-ce qui se passe en Ouganda? Comment est-ce que tout ça se lie, se connecte? Voilà le véritable enjeu dont on parle ce soir, c'est OK, mais je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Alors donc, regardons au-delà de notre condition
Et surtout, ne restons pas sur des informations qui pourraient sauver des vies. Car tout ce dont on parle aujourd'hui, il s'agit de la destinée de nos peuples, il s'agit de notre avenir, il s'agit de notre vie. Donc, c'est quelque chose qui est trop précieux pour le confier à d'autres. C'est pour cela que j'appelle à tous de se saisir de ça, de notre vie, de nos vies, chacun de sa vie, d'être maître de sa destinée, d'agir à sa façon, mais surtout de ne pas rester silencieux. Je pense que dans toute démarche, on rencontre des personnes qui vous parlent, qui vous ressemblent. C'est important de s'entourer de ceux-là. C'est important aussi de s'entourer de ceux qui vous contredisent, parce que sinon, on se retrouve dans un entre-soi qui a été souvent la cause ou l'origine de certains des problèmes que nous avons vécus. Voilà en très peu de mots pourquoi. Les accomplissements, je pense, c'est le fait que nous existons aujourd'hui, que nous parlons aujourd'hui ensemble, que nous participons aux actions les uns des autres, que nous sommes là à avoir cette conversation et que Tracy peut nous poser ces questions tout comme elle a pris son engagement à elle et qu'elle va pouvoir nous expliquer plus tard. Merci. Merci Natacha, c'était vraiment très inspirant. Puis j'aime beaucoup ta spontanéité dans ton discours. On sent que c'est quelque chose que tu vis profondément. Donc vraiment, je suis heureuse de t'avoir sur ce panel parce que tu es vraiment une personne inspirante. On va passer la parole à Achille. Voilà, donc, on peut se continuer. Merci. Merci à vous de me passer la parole. Je vais d'abord remercier Natacha pour une très belle présentation. D'ailleurs, c'est difficile de rajouter quelque chose après tout ce qu'elle a dit. Et de ce fait, je vais m'exprimer peut-être sous l'angle plutôt politique et justice sociale parce qu'il a très bien expliqué l'aspect engagement, l'aspect identitaire, l'aspect aussi d'avoir un certain pouvoir sur sa propre destinée. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à la politique, malgré moi, parce que je ne suis pas né politicien. Je me suis intéressé à cause de l'histoire de ma famille, à cause des injustices que nous avons subies, très jeune d'ailleurs. Et donc, j'ai grandi dedans, au Rwanda. Puis par après, avec la lecture, avec les discussions que j'avais avec des personnes qui ne sont plus là, mais qui ont construit mon identité, notamment mes parents, la famille élargie, mon parrain. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux questions qui touchaient l'Afrique, notamment le rapport Nord-Sud, le panafricanisme. Et plus tard, quand je suis arrivé au Canada, j'ai compris aussi qu'il y avait une certaine dynamique entre le macrosocial, c'est-à-dire les gouvernants et les gouvernés. Et donc, ce rapport et cette confrontation éternelle, parce qu'elle va toujours exister, définit quelque part notre qualité de vie. Ce que je vais dire, c'est que l'engagement citoyen par rapport à cette dynamique du macrosocial au microsocial fait en sorte qu'on a le choix et qu'on a une responsabilité de définir ou de prévoir aussi dans quelle société on veut vivre. Et en ce sens, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est justice sociale et plus profondément les droits de l'homme et le respect de la dignité humaine. Et donc, je dirais que ce sont les aspects qui m'intéressent ou qui me conduisent dans mon engagement, qui m'inspirent et qui me carburent, qui me donnent plus d'énergie. Et donc, étant donné que je viens du Rwanda et puis de l'Afrique d'ailleurs, on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup d'injustices qu'on voit en Afrique, puis qu'on voit au Rwanda en tant que Rwandais, c'est même ignoble ce qu'on voit. Donc, en ce sens, je me suis dit, comment est-ce que je peux exercer mon droit à la citoyenneté au Canada tout en aidant aussi mon pays dans les questions qui touchent les conditions de vie des gens. Puis quand on parle de toucher les conditions de vie des gens, on parle de certaines bavures qui mettent fin à la vie de plusieurs personnes innocentes. On parle aussi d'une dictature qui peut clairement dévier la jeunesse, surtout qui ne connaît pas l'histoire, qui
qui ne sait pas d'où ça vient et puis où est-ce qu'on va. C'est une jeunesse qui peut être facilement manipulée. Alors, à partir de là, je me suis dit que la seule chose que je peux faire, c'est parler pour l'instant. Et parler où? J'aurais pu être activiste ou faire partie d'une association comme Jambo, par exemple, mais j'ai préféré m'engager plus en politique parce que j'adore la politique et je crois fortement que nos rêves et nos idéaux se réalisent dans la sphère politique, notamment la justice sociale et puis tout ce qui est respect des droits. Et donc, j'ai commencé par cibler certaines organisations et je me suis dit, c'est laquelle qui exerce un rapport de force qui est quand même conséquent, qui peut faire bouger les choses. Donc, je me suis d'abord impliqué dans le mouvement RNC, le Rwanda National Congress. J'ai occupé certaines responsabilités. J'ai été le commissaire à la mobilisation au Canada. J'ai été le coordinateur de la région d'Ottawa-Gatineau. J'ai occupé aussi d'autres fonctions dans des groupes de travaux. Et par après, puis ça c'est un tournant pour moi, par après, moi et certains de mes collègues, pour ceux qui suivent la politique, je pense que ça fait les manchettes des médias. Donc, à un certain moment, nous avons constaté que nous étions en train de militer contre l'injustice en général, mais qu'au sein de nous, cette éthique de justice sociale n'était pas là à 100%. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter, on ne peut pas lutter pour la démocratie alors qu'on n'est pas démocrate. On ne peut pas lutter pour la paix alors qu'on met en place des moyens qui ne sont pas pacifistes. Donc, en ce sens, il y a eu des questionnements et moi, avec certains de mes collègues, on a voulu qu'il y ait des réformes par rapport à notre lutte et puis par rapport à l'orientation. Et suite à cela, il y a eu bien sûr des grosses confrontations qui ont fait en sorte qu'à un certain moment, nous avons été écartés du mouvement. Et vu qu'on était nombreux et qu'on ne voulait pas abandonner la cause, et puis quand je parle de la cause, je parle de la cause qui concerne la restauration de la dignité humaine au Rwanda parce qu'il n'y est plus. Selon moi, il n'y est plus. Et donc, au final, on a fini par créer notre propre mouvement, dont je suis membre fondateur, qui est l'Alliance rwandaise pour le changement. Et nous véhiculons nos idées à travers une radio Iteme, qui a été... le nom Iteme a été choisi en hommage à Kizito Mihigo, dans sa chanson Iteme, qui, selon moi, est l'hymne de l'humanisme et du respect de la dignité humaine. Comprendre, considérer l'humain comme soi-même et considérer la souffrance de l'autre, peu importe ses origines, peu importe sa diversité, considérer la souffrance de l'autre comme étant la tienne. En ce sens, on serait dans une optique, ou bien dans une optique de bienveillance. Et c'est ça qui manque. Et c'est là où j'essaie de véhiculer un message en m'adressant surtout aux jeunes, que peu importe nos idées, peu importe nos différences sont des richesses, ce ne sont pas des barrières. Mais il faut absolument être bienveillants les uns envers les autres, parce que c'est comme ça qu'on peut vivre dans une société qui est meilleure, une société qui est véhiculée ou dont les valeurs seront la justice sociale. Et même dans les pays développés, vous le savez, on parle de justice environnementale, pendant que nous, on parle encore de justice sociale. Et donc, je ne vais pas trop tarder, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Je pense que c'est suffisant. Merci. Merci beaucoup, Achille. C'est vraiment, vraiment, je vais passer un bon moment. J'espère que vous passez aussi chacun un bon moment en prenant connaissance les uns des autres. Puis, tant pis pour ceux qui sont pas là, parce que je peux dire que c'est vraiment très agréable. Et là, merci beaucoup, Achille, de ton témoignage. Puis, je gagne à te connaître. Je connaissais déjà Natacha, mais je gagne à te connaître. Et je suis contente que tu sois aussi ici au Canada avec nous. Là, je vais passer la parole à Tracy en disant, elle a écouté les deux jeunes qui se sont engagés. Peut-être qu'elle va réorienter un tout petit peu ses questions en fonction de ce qu'elle a entendu. Puis, je vais donner la parole à Tracy pour qu'elle puisse poser des questions à Natacha et à Achille. Merci. Merci beaucoup.
Et puis, merci beaucoup aussi à Natacha et à Achille pour vos messages qui sont très inspirants. Je pense que j'ai aussi beaucoup à apprendre de ce que vous avez transmis. Moi, pour me présenter brièvement, c'est Christine Ngabekazi, j'ai 25 ans, donc je suis un peu plus jeune que vous, mais en vérité, on est tous des grands jeunes ici. Et du coup, je suis aussi très intéressée je suis militante pour la justice sociale, pour les droits des femmes, mais aussi pour les droits des personnes afrodescendantes ici en Europe, mais pas que. Et pendant très longtemps, donc je suis une jeune femme rwandaise, pendant très longtemps, la question du Rwanda, c'est une question que j'essayais beaucoup d'éviter parce que je la trouvais traumatisante, compliquée. Je ne voulais pas forcément m'étaler là-dessus, je ne voulais pas forcément qu'on m'identifie dans l'espace social comme une personne rwandaise ancrée avec toute l'histoire traumatisante qu'est le Rwanda. Puis, comme ce que vous pouvez dire aussi, j'ai vécu aussi des événements néfastes liés au Rwanda qui m'ont fait me dire que j'avais envie d'être vocale, que j'avais envie de mettre un pied à l'édifice, et aussi de me dire que ce cercle vicieux de silence et d'oppression et de supporter des choses, ça devait prendre fin. Du coup, ma question, vous avez tous les deux des parcours, et comme Natacha, j'aimerais rajouter aussi que c'est beaucoup des rencontres, en fait. C'est beaucoup le fait de rencontrer des personnes qui osent parler, qui osent délier les langues, qui fait qu'on est amené en fait, à faire ce cheminement. J'ai rencontré, parce que je me suis engagée chez Jambo, des jeunes de chez Jambo et des plus grands jeunes, au sein des FZU aussi, des jeunes et des plus grands jeunes aussi. C'est très inspirant dans ce combat-là. Mais qu'est-ce qui vous a permis de continuer ce combat? Et puis, si vous voulez appeler une nouvelle génération de jeunesse à justement porter ce flambeau, des fois, des barrières comme l'identité peuvent se dire, en fait, je ne suis pas légitime de parler, je suis trop proche de l'histoire, ou alors j'y connais rien. Qu'est-ce qui pourrait stimuler, en fait, cette parole et cet engagement? C'est une question un peu large, mais du coup, n'hésitez pas à aller dans votre détail. Déjà, moi, je pense que la première des choses à faire, que j'aimerais dire sur cette question, c'est qu'il faut s'écouter. Il faut s'écouter parce que c'est important lorsque on n'est pas à l'aise dans une matière, il faut s'armer pour être plus à l'aise. Souvent, on est porteur d'une histoire dont on n'est pas responsable. On vient d'une famille, par exemple, ou on vient d'un lieu qui a connu une certaine histoire qui est hyper lourde, ou on vient d'une ethnie ou d'une autre, et on porte tout le poids de ce qu'implique cette origine-là. Et je pense donc que c'est d'abord très important de s'accepter comme on est, dans toute son entièreté. Je pense qu'il y a une chose néfaste qui est les identités dont on a honte. Lorsqu'on a une identité, on n'y peut rien, on sait qui on est. Mais lorsqu'on a honte d'une partie de nous, ça montre qu'il faut travailler cette partie-là, car on ne peut pas avoir honte de quelque chose dont on n'est pas responsable, ni d'ailleurs être fier de quelque chose dont on n'est pas responsable. Je pense souvent à ceux qui revendiquent je n'ai eu aucune part dans qui je suis, donc dans où je suis née, ni qui sont mes parents, ni que je sois Hutu ou Tutsi, je n'y peux rien. En être fier, c'est ou en avoir honte, c'est un non-sens, il faut le vivre, c'est simplement. Alors, dans cette première partie-là, parce qu'il ne faut pas oublier que ça bloque beaucoup, c'est traumatisant, c'est une histoire qui est très lourde. Moi, ce que je dis souvent, c'est d'abord, il faut raconter son histoire. Raconter son histoire avec ses mots, avec son vécu. Pas comme dirait maman ou papa, pas comme a dit mon frère ou ma sœur. Non, mon histoire, moi, comment je l'ai vécu. Deux personnes vivant le même événement ont deux visions différentes. Et ensemble, ça construit leur histoire commune, mais ils l'auront quand même vécu différemment. C'est ce dont je parle. Raconter son histoire pour qu'on ne raconte pas votre histoire à votre place. Vous connaissez souvent ce qu'on entend quand on va lire, il s'est passé ceci à la région B et il y a eu autant de personnes. Et on se dit, oui, mais moi j'étais là, pourquoi est-ce qu'on ne me demande pas mon avis? Pourquoi est-ce qu'on dit quelque chose qui... Voilà, quelqu'un d'autre va raconter votre histoire si vous ne la racontez pas vous-même. Comment, où,
à vos devoirs. Il y a, je pense, un temps pour tout. Il y a d'abord ce qui est très personnel et puis il y a aussi le pouvoir d'un témoignage public. On pourra peut-être revenir dessus. Par contre, peu importe ce qu'il vous faut, que ce soit par écrit, par un témoignage en ligne, en écrivant un livre, en faisant un film, en le racontant simplement en famille, c'est important de raconter son histoire. Ceci nous permet d'embrasser son identité, de ne pas avoir honte d'une partie de nous et simplement aussi de se rendre compte qu'on n'est pas responsable de toutes ces choses qui peuvent paraître hyper lourdes ou qui sont très souvent traumatisantes. La deuxième chose que je dis souvent, restez avec moi parce qu'il y en a quelques-uns, la deuxième chose, c'est de s'éduquer. Puisque c'est aussi simple que ça, on ne peut pas tout savoir. Et d'ailleurs, personne ne sait tout ça. Si les gens savaient tout, on ne serait pas ici en train d'échanger ni de dialoguer parce que quelqu'un nous dirait juste ce qu'il faut faire. Il y aurait un livre sur l'engagement de la jeunesse, enfin voilà. Donc, il faut s'éduquer simplement parce qu'on ne peut pas savoir tout, mais n'empêche, on ne peut pas prétendre résoudre des problèmes dans son ignorance. Donc, quand on n'a pas fait la démarche de comprendre, bon, allez, à un moment donné, il y a une responsabilité personnelle. Je m'adresse aux jeunes qui sont très souvent universitaires ou qui sont dans l'entrepreneuriat et qui savent, qui ont cette démarche d'être critique, d'avoir un esprit critique. Donc, on va se dire, Black Lives Matter, tiens, il y a quoi comme dynamique? On va aller décomposer tout ça, on va s'engager dedans, on va voir les mécanismes d'oppression, on va retrouver tout ça, on va pouvoir bien le décomposer. C'est important parce que sinon, on peut se tromper de combat ou même de victoire. Donc, pourquoi ne pas faire la même chose sur le Rwanda? Il y a des obstacles, évidemment. La matière n'est pas là, il y a toujours polémique, ça paraît inaccessible, c'est toujours très compliqué. Mais n'empêche, il faut s'éduquer. On ne peut pas comprendre les choses sans prendre le temps d'aller chercher les infos où elles se trouvent. Elles se trouvent très souvent dans des personnes, d'où les rencontres et les dialogues. Il y a des personnes qui sont encore aujourd'hui en vie, qui peuvent témoigner de ce qui s'est passé en 59. Ça ne va pas durer longtemps, hein, donc il faut vraiment se dépêcher, aller auprès de nos aînés, leur parler pour trouver ce qu'ils ont vécu, ces informations que nous n'avons pas, pour se forger notre propre opinion. Parce que, comme toute chose, comme lorsqu'on étudie, comme lorsqu'on apprend l'histoire, c'est important d'avoir l'esprit critique et d'être ouvert aussi à lire des choses qui ne vont pas forcément nous conforter dans notre vécu. D'ailleurs, c'est l'un des obstacles qui fait que c'est important de commencer à écrire son histoire parce que si on ne l'écrit pas, il ne faudra pas s'étonner que dans 20 ans, 30 ans, les chercheurs qui de bonne foi, les académiciens, les historiens rwandais ou internationaux qui vont se pencher sur l'histoire du Rwanda ou de la région des Grands Lacs d'Afrique, ne vont pas retrouver nos témoignages, les témoignages de nos vécus, c'est-à-dire nos histoires, risquent de ne pas se retrouver dans l'histoire avec un grand H qui sera écrit et réécrite et qui est amené à être écrite par plusieurs personnes. Si on ne laisse pas trace de nos vécus, une fois le temps passé, la distance créée, ça va être traité comme à froid et on n'y sera pas. Ce ne sera pas parce qu'il y a tout le monde qui veut enfin voilà, c'est pas une grande conspiration, simplement nos histoires ne seront pas présentes. Donc parlons de nos histoires. Éduquons-nous pour savoir comment traiter les infos qu'on trouve. Et une fois qu'on sait, une fois qu'on a regardé tous les documentaires, lu tous les livres, etc., lu tous les livres, ça ne sert à rien d'avoir un graduat ou un PhD dans l'histoire rwandaise. Il faut en faire quelque chose. Donc, do something about it. Fais-en quelque chose de cette information. Et c'est showing up, c'est ce que je vais le dire en anglais. C'est déjà aller participer à ces conversations, aller voir ce qui se passe au réseau international des femmes pour la paix et la démocratie. Essayez de voir, tiens, au niveau politique, justice sociale, ils proposent quoi chez ARC? Jambo, vous militez pour les droits de l'homme, mais en fait, c'est quoi les causes que vous défendez? Donc, faites un effort. Personne c'est bien d'être confortable, de rester dans sa zone de confort, mais faites un effort, faisons un effort pour aller vers les personnes qui tentent de leurs moyens d'apporter des réponses.
Et quand ces réponses ne nous plaisent pas, apportons notre pierre à l'édifice pour dire, tiens, j'ai l'impression que vous vous trompez, c'est peut-être pas si correct que ça, j'ai un autre point de vue. Et voilà, la rencontre se fait et on échange et on grandit. Je parle aussi de faire speaking up, donc parler, prendre parole. Pourquoi? Ça rappelle la responsabilité dont je parlais tout à l'heure. Il y a certaines informations qu'il serait criminel de savoir, d'avoir, de voir clairement dans son propre analyse et puis de s'asseoir dessus. Donc, de ne rien en faire. Voilà, moi j'ai beaucoup de peine. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des sensibilités avec les Rwandais, on ne sait jamais, il y a le nord, le sud, les ethnies, il y a plein de choses. Moi, je vais vous dire une chose voilà, qui a de plus en plus, et d'ailleurs ces derniers temps, on le regarde, notre société, notre communauté, elle est déchirée. Moi, j'ai de plus en plus du mal avec les personnes qui ont le savoir et qui n'en font rien. Donc, ils vont observer une situation, voir les gens aller tout droit dans un mur, en connaissance de cause, et puis se contenter de dire, ah oui, mais ça, vous savez, ça se passe comme ça, c'est normal. Oui, mais bon, ok, d'accord, mais dis-le, hein, ils sont en train de rentrer dans le mur. Donc moi, c'est vraiment ça. Speak up. Ça ne sert à rien de venir me le dire dans mon oreille. Fais quelque chose, cette info, pour qu'elle soit partagée, parce que sinon, on se décharge trop facilement sur ceux qui agissent, qui sont fatigués, parce que vous comme moi, nous sommes activistes sur notre temps, c'est-à-dire que nous nous engageons à aller au-delà. Donc, on ne peut pas non plus se dire, ah ben, vous qui faites déjà, ben, c'est bien, voici ce qu'il faut faire. Non, il faut aussi participer, parce que sinon les gens se fatiguent et c'est très dommage lorsque des personnes de bonne foi, qui tentent et qui ont les méthodes ou qui sont bien entourées, n'y arrivent pas simplement parce que les autres ne font pas leur partie des choses. Donc, un appel vraiment à prendre action. Et enfin, je pense aussi qu'il est important de souligner une chose qui nous habite. Donc, c'est propre à l'humain, c'est propre surtout à la société rwandaise. On a des travers, de par nos traumas, de par notre histoire, il n'y a pas beaucoup de confiance. On se dit, bon, ok, il faut mettre de l'eau dans son vin pour qu'on puisse collaborer avec d'autres, pour qu'il y ait un peu de paix malgré tout ça. Ok, moi je suis d'accord. Par contre, on peut collaborer, mais il ne faut jamais faire de compromis avec la vérité. Ça, c'est mon dernier message. La vérité, elle est sacrée. La vérité, elle n'a pas de prix. Toute chose doit être ancrée dans la vérité pour qu'elle soit, on va dire, éternelle. La vérité est trop importante pour qu'on mette ça dans la balance pour arriver à un objectif. Peu importe que cet objectif soit noble, selon sa compréhension. C'est vraiment très important pour rester correct et en ligne avec soi-même, parce que pour moi, il y a aussi une question d'alignement spirituel ou religieux pour d'autres, mais vraiment pour un engagement qui demande de se donner, de donner de soi. Je trouve ça trop important comme don de soi pour que ce ne soit pas aligné avec ses valeurs. Donc, revenir à soi, revenir à ses valeurs, ne jamais compromettre avec la vérité. On peut tout faire, mais pas aller chipoter sur la vérité. C'est comme ça que ça commence et c'est comme ça qu'on croit apporter du nouveau. Mais comme disait tout à l'heure Achille, comment défendre la démocratie si on n'est pas soi-même démocrate? Il s'agit de ce genre de choses, de ce genre de prise de position, être vraiment conscient de soi et donc de sa valeur, de ses principes, mais aussi se rappeler qu'on est en communauté, parce que sinon on fait des petits dictateurs à gauche et à droite. Voilà. Merci Natacha, je crois que, excusez, merci beaucoup, vraiment, c'est une intervention mon Dieu, pour le moins, vraiment très, très riche. Hein. Bon, mais pour se partager quand même le temps, donc vu que il y a Achille qui devra être disponible pour à notre engagement, donc on va donner la chance à Achille aussi de parler. Merci Natacha. Perpétue et merci Natacha. On aurait pu la laisser continuer, c'était très inspirant. Et donc, par rapport à la question qui a été posée, moi, je suis toujours inspiré par le politique.
Parce que tel que je l'ai dit, je crois fortement que nos idéaux, nos rêves, les valeurs que nous défendons, on les transmet à la société à travers le politique, c'est-à-dire à travers les politiques sociales. Quand il y a des gouvernements qui sont capables de le faire, et surtout quand on est capable en tant qu'individu, en tant que communauté et en tant que nation, d'exercer un certain rapport de force par rapport à ceux qui détiennent le pouvoir. Parce qu'à la base, ceux qui détiennent le pouvoir le détiennent pour gouverner, c'est-à-dire pour mettre en place des stratégies et des politiques sociales qui répondent à nos besoins. Et nos besoins sont basés sur nos valeurs, nos normes et ainsi de suite. Et donc, en ce sens, il s'agit d'une cause et pour moi, il s'agit d'un combat noble. Peu importe les embûches qu'on pourrait rencontrer, que je pourrais rencontrer, il n'y a rien qui pourrait m'arrêter là parce que si on m'arrête là, pour moi, on vient de m'enlever ma liberté. Et ma liberté est sacrée. Et donc, pour rien au monde que je lâcherai ma liberté. Bien sûr, il y a des conditions qui peuvent faire en sorte qu'on soit contraint à lâcher sa liberté. Mais par contre, je pense que ce combat d'être un homme libre, puis quand on parle de liberté, c'est dans le sens vraiment large, hein, d'avoir la liberté d'apprendre, d'avoir la liberté de partager avec les autres ses expériences, la liberté d'avoir des conversations avec les autres pour apprendre d'eux. C'est comme ça qu'on bâtit une société, c'est comme ça qu'on bâtit une société surtout qui est harmonieuse. Parce que l'harmonie, la bienveillance, c'est ce qui fait que les gens se respectent. C'est ce qui fait que on sort de la sphère émotionnelle et qu'on entre dans une sphère qui est plus objective, où le principe du respect de l'autre devient une norme et dans les pays développés, comme ceux dans lesquels nous vivons, ça devient même des lois parce qu'au moment où on enfreint la loi, il y a une sanction. On ne peut pas accepter d'aller au-delà de ne pas respecter l'autre. On doit le respecter. Et donc, à partir de là, je me dis qu'en tant qu'humain, j'ai la chance d'être en vie. Il y a beaucoup qui ne le sont pas. Et quel est mon héritage? Quel est l'héritage que je laisse à notre société? Parce que je profite aussi de l'héritage de ceux qui nous ont précédés. Donc, en ce sens, ça revient à ce que je disais. Ça nous met dans une dynamique de combat perpétuel qui ne peut pas s'arrêter parce que c'est clairement, à un certain moment, ça devient une raison de vivre. Ce que je vais mettre beaucoup l'emphase sur le fait que l'engagement, en ce moment pour un Rwandais, jeune ou pas jeune, contre la dictature qui sévit dans notre pays, l'engagement est presque synonyme de mort ou d'emprisonnement de façon arbitraire. Et donc, on ne peut pas s'engager dans ces combats sans avoir une détermination par rapport à cette cause, par rapport aux valeurs que nous voulons défendre. Et je vais le répéter, les valeurs que je défends s'incrustent toutes dans le respect de la dignité humaine. Et c'est pour ça que le chanteur comme Kizito ou son ami Nio Mugabo, Gérard, qui a été assassiné, sont des personnes aussi qui m'inspirent. On est de la même génération, mais ils étaient déjà inspirants parce qu'ils tenaient ce discours dans un lieu ou bien dans un territoire hostile à cette philosophie. Et donc, en comprenant cela et en comprenant à quel point, justement, le droit et puis ce rapport de force qu'on peut exercer avec le macro-social, c'est-à-dire les institutions et la gouvernance, en comprenant comment on peut influencer les politiques sociales, on comprend finalement comment on peut atteindre son propre bonheur et le bonheur des autres. Et au final, ça nous amène à avoir une société qui vit en paix. Et c'est pour ça que, par exemple, nous qui vivons au Canada ou vous qui êtes en Belgique et ailleurs, nous ne sommes pas nés là-bas, mais ces valeurs font en sorte qu'on s'installe, on nous accueille et puis on nous permet de continuer à travailler pour atteindre nos objectifs et puis pour atteindre aussi nos rêves. Et d'ailleurs, ça nous inspire et ce qui fait que le modèle
ce modèle qui nous inspire fait en sorte aussi qu'on s'engage pour notre pays, pour aussi l'inspirer par rapport aux bonnes choses qu'on voit ailleurs. Et ça revient sur une question qui est très importante, qui me touche beaucoup, c'est la diversité. La diversité, peu importe la diversité, j'ai toujours considéré la diversité comme étant une richesse. Et vous savez très bien, on vient d'un pays où la diversité, qu'elle soit construite ou artificielle ou réelle, la diversité est un fardeau et même est source de conflits, des conflits qui ont conduit à une guerre qui nous a ôté plusieurs vies. Et donc, par rapport à tout ça, je me dis que les jeunes qui vivent dans les diasporas, surtout en Belgique, Canada, etc., ont une responsabilité qui est surtout basée des privilèges, sur les privilèges que nous avons, que vous avez dans ces pays qui nous ont accueillis. Et ces privilèges, ça serait ingrat ou égoïste de ne pas les partager avec ceux qui n'ont pas eu ces mêmes privilèges. Et ça serait aussi un combat noble de partager ces privilèges, peu importe le prix, parce qu'on en vient à changer la vie des gens et au final à laisser aussi un héritage, d'où la gratitude personnelle que tu peux ressentir d'un engagement comme celui dans lequel nous sommes. C'est aussi ce sentiment d'avoir laissé un héritage. Je serais très heureux de voir des jeunes Rwandais participer à de telles émissions pour discuter de n'importe quel enjeu, que ce soit politique ou social, parce que c'est de là, c'est de cette diversité d'opinions qu'on construit des nations et puis qu'on peut construire un meilleur monde. Parce que voilà, on est dans une ère où on n'est pas seul en tant que Rwandais, on n'est pas seul en tant qu'Africain, il y a plusieurs dynamiques. Et donc, je pense que c'est important de se recentrer encore sur soi et de dire, oui, je vis au Canada, je vis en Belgique, j'ai des privilèges, j'ai un certain confort, mais les 12 millions qui sont au Rwanda ou tous les millions qui sont en Afrique, qu'est-ce que moi je peux leur apporter? Ça ne prend pas grand-chose. Ça prend juste de prendre conscience de qui on est, de prendre conscience de nos propres valeurs, de les respecter et de les partager. Et je reviens sur ce que Natacha a dit, prendre parole. Ce qu'on fait en ce moment, c'est prendre parole, mais il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter. Certains seront inspirés, d'autres non, mais il y a quelques-uns qui vont dire moi aussi, je devrais prendre parole et parler, parce que je trouve que ce que j'ai à donner, c'est intéressant. Et au final, il y aura comme toute une chaîne qui va être inspirée par cela, et c'est comme ça qu'on laisse un héritage, et c'est comme ça qu'on peut surtout améliorer les choses dans notre pays ou au sein de notre société, sans pour autant recourir à la violence. Ça, c'est très important, c'est très élémentaire et c'est possible. Et donc, à la fin, parce que vous savez, mon temps est très limité, au final, ce que je vais dire, c'est que dans ce combat, que moi je juge comme étant un combat qui est noble, c'est important de garder la détermination et c'est important de savoir que quand on milite, qu'on soit activiste ou politicien, quand on milite et qu'on reçoit des représailles ou qu'on fait face à des représailles, c'est qu'on a déjà un impact. On n'aurait pas d'impact, il n'y aurait pas de représailles. Et donc, au final, la représaille ou toutes ces embûches, tous les pièges auxquels on fait face sont des signes qu'on dérange l'oppresseur. Et ça, c'est une victoire en soi. La victoire n'est pas nécessairement d'avoir le changement global. La victoire, c'est les petites guerres, les petites batailles qu'on mène et qu'on gagne progressivement. Et à la fin, peut-être que la génération de Tracy et les autres générations qu'elle va inspirer vont finir ce combat ou bien vont mettre la cerise sur le gâteau aussi. Donc, je vais m'arrêter là pour ça. Merci. Merci beaucoup,
beaucoup, Achille. C'est très, très inspirant, très intéressant. J'espère de tout cœur que Tracy, notre plus jeune parmi nous, en a retiré quelque chose pour pouvoir continuer ce qu'elle a commencé. Je pense qu'avant de donner la parole à Perpétue pour clore le tout, j'aimerais quand même réécouter un tout petit peu Tracy pour voir ce qu'elle en a retiré. Voilà. J'en ai retiré des enseignements d'une grande sagesse. J'avais envie de vous remercier encore et encore parce que c'était très intéressant. Je pense que ce soit Achille et Natacha, j'en ai retiré les bonnes choses. Certes, l'engagement ne peut pas toujours être facile, surtout même quand on a vécu l'exil, en fait. Avoir une parole et avoir un message qui puisse apporter des droits humains ici au Rwanda, c'est une dictature. Ça peut être un combat très difficile, ça peut nous mener à la mort, ça peut engendrer du harcèlement, et même ici, on n'est pas en sécurité de le faire. Mais comme l'a dit Achille, il faut aussi savoir viser des victoires petit à petit qui puissent ouvrir justement cette parole et puis ce débat politique qui est important parce qu'on n'a pas toujours le même point de vue, on n'a pas toujours la même manière de voir comment orienter les solutions, comment orienter les perspectives ou la lutte. Mais pour déjà voir les solutions ensemble, il faut oser parler. Et c'est important de le faire. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes peuvent avoir peur et se dire que c'est impossible, mais je pense aussi que plus on est nombreux, plus on se donne des moyens d'arriver à quelque chose de constructif ensemble. Et, je ne vais pas voler beaucoup de temps de parole, mais c'était hyper intéressant. Et je remercie encore les intervenants pour leur message. Merci, à toi la parole. Oui, merci Janine, et puis merci à tous les intervenants, très intéressant. Je dirais à la 4e période, qu'on ne manquera pas, c'était de donner la chance à chaque panéliste, donc c'est-à-dire Natacha et Achille, parce que je crois que Tracy a parlé un peu de ce côté-là, il a déjà posé ses questions. Avez-vous une question à poser l'un à l'autre? Quand même, on ne manquera pas cette période. Allez-y, Achille. Et avez-vous une question pour Natacha? En fait, je vais trouver une question, mais je voudrais d'abord, si vous le permettez, ça prendra 30 secondes. Je voulais beaucoup encourager Tracy. Moi, j'étais à un certain moment désespéré parce que je me disais, je suis le plus jeune de mon organisation et j'ai 40 ans. Et après moi, je ne voyais pas grand-chose. Et ça m'a apporté un certain espoir que la jeunesse peut s'engager et qu'on peut inspirer les plus jeunes que nous, en sachant que tu es impliqué dans Jambo et aussi en politique dans le Front démocratique uni et FDI Inindi. Et donc, je t'encourage beaucoup et je reste à ta disposition pour plusieurs échanges en dehors de ce panel, quand tu voudras. Ça fera vraiment plaisir et c'est ça. Donc, je suis très content de le voir parce que la majorité des jeunes fuient un peu la politique. La politique a tellement déçu notre société que les gens ne veulent pas vraiment s'impliquer. Donc, de voir qu'il y a une personne comme toi de 25 ans qui s'implique, chapeau, bravo, ne lâche pas. Et donc, à Natacha, je pense que la question que je vais lui poser, on la lui a déjà posée, mais c'est la première fois que j'ai la chance de dialoguer avec elle, d'échanger avec elle. J'ai suivi quelques émissions qui ont été faites, que tu as animées, notamment celle avec un certain Eric qui parlait de son témoignage au Rwanda, au nord, les massacres dont il a fait face. Et c'était très inspirant. Et donc, ma question est très simple, je pense que tout le monde va en profiter. De l'injustice, comment est-ce qu'on arrive à faire de sa vie un combat pour la justice? Wow. Hier, je regardais Ribaruari Raye et il y avait un témoignage d'un jeune qui s'appelle Roger qui
qui a vraiment un parcours, je vous invite à essayer de voir, il a un parcours remarquable, mais tellement horrible quand on y pense au point de vue humain. Et je pense que parmi les échanges, l'une des choses que j'ai retenues serait Kwanga Karengane Nawe Wakorewe, c'est-à-dire peu importe la personne en face, si il y a injustice, lève-toi et combat-la, parce que tu sais ce que c'est que l'injustice. Et c'est vraiment, je pense, un appel que j'ai envie de lancer à tous, c'est de s'occuper de toute injustice, surtout nous qui avons souffert, nous qui avons traversé la nuit la plus noire, nous qui avons ces vécus horribles, refusons que cela arrive aussi à quelqu'un d'autre. C'est ça le message que je donnerais. Hier, vraiment, il a été plus que jamais d'actualité, il a été répété aussi. Kwanga Karengane, c'est refuser l'injustice, peu importe qui subit cette injustice, de s'occuper de cette injustice avant de regarder les personnes ou les oppresseurs. Souvent, on s'y trompe aussi. Du coup, ça va peut-être me permettre de te poser la question que j'avais aussi. Je ne sais pas si tout à l'heure, nous aurons le temps de donner un petit message, parce que j'ai aussi un message que j'aimerais faire passer. Natacha, excuse-moi, parce que tu poses la question de savoir si justement on aura le temps. Donc, il faut aller, vous pouvez aller rapidement vraiment dans les mêmes questions parce que Achille doit partir à 12 heures. D'accord. Alors moi, d'abord, donc j'aimerais faire donc le message en 1 minute au chrono et ensuite ma question pour Achille. Le message, c'est à tous ceux qui nous suivent, c'est de regarder 2 choses. Il y a l'Empire du silence, qui est un film qui est sorti, qui va sortir, je pense, en salle bientôt. Regardez-le, il parle de ce qui s'est passé, Indira Ndende, comme on dit, ce qui s'est passé au Congo, non seulement par rapport aux réfugiés, mais aussi aux Congolais eux-mêmes. Ensuite, il y a un documentaire qui est en préparation, qui est Men of the Year. Man of the Year, qui est par Bénédicte Moran et Angela. C'est vraiment le dernier mot, et puis moi, je clôture. Oui. Oui, merci. Je veux d'abord vous remercier pour cette opportunité et puis l'organisation de cette activité qui est très importante. Le message que je le donne à toute la communauté internationale, à tous les Rwandais, toutes les Rwandaises et à toutes les personnes qui aiment le Rwanda ou qui sont habitées par la lutte pour la justice sociale. Au Rwanda, en ce moment, on a une population d'à peu près 12 millions qui vit sous une dictature depuis 27 ans, une dictature qui enlève des vies innocentes presque tous les jours. Et l'une des choses qui fait que cette dictature se maintienne en place, c'est le silence de plusieurs acteurs, en commençant par nous, les Rwandais en général. Il y en a qui parlent, mais on ne parle pas assez. Et on est aussi divisé par rapport à cette injustice. L'injustice qui est commise aux autres ne nous concerne pas parce que nous ne nous identifions pas comme les autres. Alors, moi, j'appelle toute la communauté internationale à être témoin de ce qui se passe au Rwanda et à agir pour prévenir un autre drame qui, à mon avis, sera inévitable si ce qui se passe en ce moment ne s'arrête pas. Mon dernier message concerne les jeunes. Vous avez l'énergie, quand on parle de la jeunesse, on parle d'énergie. Cette énergie, il ne faudrait pas la gaspiller. Il faudrait l'utiliser, bien sûr, pour vous, pour atteindre vos rêves. Il faudrait aussi l'utiliser pour atteindre un certain rêve collectif ou un certain rêve national. La citoyenneté est un privilège, c'est un droit, c'est aussi des responsabilités. Et je pense que son exercice est très important dans la détermination du bonheur que nous voulons vivre chacun et chacune dans ce monde, dans nos pays ou dans les diasporas dans lesquelles nous habitons. Et donc, je finis par là en vous remerciant beaucoup et en vous disant que ce sera un plaisir, si jamais vous organisez d'autres activités, il me fera plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Achille, oui. OK, alors voilà, on profite alors de ce moment qui est maintenant, tu es maintenant là, donc tu peux terminer ton message très, très rapidement.
Peut-être commencer avec la question à Achille, vu qu'il doit partir. Je voulais demander, Achille, je pense qu'effectivement, nous avons un peuple qui a été meurtri par des blessures sans nom, le génocide, plusieurs génocides, à mon sens, qui doivent encore être établis, la justice qui n'a pas été faite. On en a parlé du témoignage d'Eric Maniriho, qui a notamment été victime de crimes sans nom au retour au Rwanda. Comment est-ce qu'on peut envisager un futur commun sereinement de l'ordre du politique, je vais parler cette fois, pour un peu redonner peut-être espoir à ceux qui pensent qu'on a tellement été meurtris que ça va être compliqué de vivre ensemble? C'est une très bonne question. Je pense que premièrement, le politique doit être le politique. En ce moment, au Rwanda, on a une sphère politique qui est plus identitaire, régionale et qui s'implique beaucoup dans des questions d'ordre public qui reviennent plus à la population qu'aux politiques. À mon avis, le politique doit avoir le rôle de répondre aux besoins de la population. Et les besoins de la population, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est répondre à tout ce qui est enjeu alimentaire, tout ce qui touche les conditions de vie, justement pour arriver à avoir une société où la valeur principale est le respect de la dignité humaine. C'est comme ça que ça fonctionne un peu partout dans les pays développés. Alors, par rapport à notre histoire, et puis par rapport à la population rwandaise en général, nous tous, je pense que notre histoire a été mal écrite. Ça, c'est un. Je pense que notre histoire est teintée parfois de mensonges dans l'intérêt justement de ceux qui détiennent le pouvoir et au détriment des besoins de la population. En ce sens, je pense que pour faire une rupture et avoir un renouveau dans notre société et au Rwanda, il faudra d'abord mettre la vérité sur notre histoire et l'accepter telle qu'elle est. Ensuite, il faudra rendre justice, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes de lutte contre l'impunité, mais aussi de réparer ceux qui ont commis toutes ces bavures. Ensuite, si le politique parvient à être objectif, à répondre aux besoins de la population et non aux besoins des Tutsis ou des Hutus, ou bien des Nordiques ou des Sudistes, je pense qu'on aura fait un très grand pas parce que le reste va se faire soi-même. Notre société est composée d'individus qui sont intelligents. C'est des personnes qui sont intelligentes. Juste avoir Tracy, à t'entendre Natacha, perpétuer les autres, nous voyons directement qu'il y a un potentiel. Mais ce potentiel est impossible à exploiter aussi longtemps qu'il y aura une fermeture de l'espace politique. Et donc, notre combat s'exerce beaucoup dans cette lutte pour ouvrir l'espace politique et permettre aux gens d'être libres de véhiculer leurs idées, de parler de leurs souffrances et aussi de mettre en place des mécanismes de consultation publique pour mettre la vérité sur notre histoire et puis rendre justice. La vérité vient toujours avec la justice. Et le reste, je pense que c'est vraiment d'exercer la politique de façon viscérale. Donc, que la politique soit politique. Voilà. Je pourrais répondre à cette question une autre fois ou plus en détail, mais je dirais que ça passera par là. Merci. Merci, Achille. Alors, une seconde, Natacha, pour terminer ton message, puis on clôture l'émission. Alors, je vais reprendre du début mon message. J'appelle vraiment, merci Achille pour ta réponse, parce que voilà, c'est vraiment, il y a du chemin, mais je pense que ça donne à ceux qui pourraient être désespérés des pistes. Alors, pour revenir à mon message et ceux qui nous suivent et ceux qui nous écoutent, j'invite surtout à regarder, il y a 2 documentaires qui sont importants à suivre. Le premier, c'est L'Empire du silence de Thierry Michel, qui est sorti déjà en salle et qui est actuellement, je pense, au Congo en diffusion. Je pense que ça va venir en France et peut-être au Canada. Il faudra s'en renseigner début 2022. L'Empire du silence. Donc, ce qui s'est passé au Congo après, pour les réfugiés, mais aussi pour les Congolais eux-mêmes, très, très important à voir.
Le deuxième documentaire, lui, il doit être fait. C'est Man of the Year de Bénédicte Moran et produit aussi avec Anjan Sundaram. Man of the Year, c'est un portrait qui, je pense, va permettre à beaucoup de nos histoires et de la narrative aujourd'hui qui nous occupe et qui nous inquiète autant de changer. Alors, ce documentaire, lui, il n'est pas encore fait. Il n'est pas encore fait parce qu'il y a un besoin de participation de nous. Donc, s'il y a un appel que je lance, c'est que nous aussi, on prend part à la réalisation de ce documentaire. Il faut pour ce documentaire 150 000 $ ou 1 000 €, il me semble. L'objectif, je partage l'appel de Rou Muzambonyumutwa, qui a lancé un défi à tous les Rwandais qui sont sensibles à cette question. C'est de prendre activement part à la production de ce film. 150 000 €, comment on peut y arriver? Selon son calcul, il s'agit de 140 personnes. Comme moi, je me suis engagée à le faire, comme toi, et j'espère comme notre panel ici. 140 personnes qui chacune s'engagent à trouver 150 € pendant 6 mois. C'est au bout de ces 6 mois, nous serons arrivés à notre cagnotte qu'il faut pour que ce film voie le jour. C'est important pour ceux qui, par exemple, aiment Kizito. Ces dernières vidéos que nous avons pu avoir seront également dans ce documentaire Man of the Year. Donc, 140 personnes, chacune 150 € par mois. On n'est pas obligé de les payer soi-même. Et si on le peut, tant mieux. Donnons déjà. Mais sinon, cherchons 150 € par mois. C'est par exemple 6 personnes qui se mettent ensemble et qui disent on va trouver ces 150 € par mois pendant 6 mois. Alors, je vous appelle tous à faire comme moi, à prendre ce challenge. Si vous n'avez pas encore de groupe dans lequel vous le faites, voilà, faites le vôtre et Man of the Year, participez vraiment à la réalisation de cette œuvre. Et c'est dans le sens de dire, commencez petit, avec des actions suffisamment importantes pour compter et suffisamment petit pour réussir. Voilà, par exemple, une forme de choses que nous pouvons faire. Ça ne demande pas d'être exposé, ça ne prend pas beaucoup de risques. C'est assez grand pour compter et c'est assez petit pour réussir. Je clôture pour ce message. Merci beaucoup pour m'avoir permis de m'exprimer de cette façon avec vous ce soir. Alors, merci à vous tous et toutes pour vos interventions qui étaient très enrichissantes. Et je vais clôturer l'activité de maintenant parce que nous avons d'autres activités qui vont suivre dans cette même journée et dans cette même soirée, disons. Et donc, nous arrivons maintenant à la partie tant attendue par vous tous, qui est la présentation de la lauréate du prix Jeunesse engagée de l'année 2021. Alors, c'est une grande surprise et pour cela, donc, nous vous invitons à passer à la prochaine étape. Merci. Arrivons maintenant à notre moment fort de la soirée, c'est-à-dire au dévoilement de notre lauréate du prix Jeunesse engagée 2021. Qui est-elle? C'est une jeune dame qui a dans sa tête 1001 projets de société et qui en a réalisé déjà quelques-uns. Son parcours est impressionnant et son souci est de mettre sa main à la pâte, comme on dit, afin de laisser une empreinte visible et palpable dans la société dans laquelle elle évolue. Elle a une pensée particulière pour la jeunesse. Elle a démontré beaucoup d'empathie au sein du département Morée, Mémoire et Justice de la SPL Jambo, au sein duquel elle a travaillé pendant quelques années au rapprochement sans discrimination de toutes les victimes des atrocités qui sévissent dans la région des Grands Lacs africains, en leur prêtant une écoute attentive et empathique. Elle est très active sur les projets de la plateforme SOS Réfugiés. Au sein de cette plateforme composée de 6 associations, elle agit pour aider les réfugiés rwandais dans le monde entier, mais surtout ceux qui sont encore en Afrique. Elle-même ayant été réfugiée, ce projet lui tient particulièrement à cœur pour ne jamais oublier, dit-elle, nos frères et sœurs
qui vivent encore ce calvaire. Et ne s'est pas arrêtée sur ce projet uniquement. Avec 3 jeunes parents, elle est cofondatrice d'une école de devoirs à Alost, en Belgique, pour offrir un soutien scolaire aux enfants de l'école primaire issus des familles défavorisées ou dont les parents ne parlent pas le néerlandais. Aujourd'hui, cette association emploie 2 personnes et compte plus de 30 bénévoles et soutient 109 enfants. Elle collabore aux services offerts par les bénévoles et elle est présidente du conseil d'administration et s'est engagée à faire en sorte que ces bénévoles restent motivés et qu'ensemble, ils arrivent à mieux optimiser leur temps et leurs ressources. Voilà que son chemin se poursuit toujours par un projet hors du commun. En juillet 2021, elle publie son premier livre jeunesse, Héroïnes et héros d'Afrique. Cet album illustré regroupe de petites biographies de certaines grandes figures du continent africain. Ce livre est une invitation à la découverte et un défi lancé aux jeunes lecteurs afin que demain, ils soient aussi les forces du changement du monde à leur tour. Je suis profondément convaincue, dit-elle, que diversifier nos bibliothèques de nos enfants, les bibliothèques de nos enfants, est le premier pas vers une société plus inclusive et moins de discrimination. Je vous ai nommé une femme jeune, dynamique, qui a une soif profonde pour la justice et la réconciliation. Le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix lui octroie avec admiration de sa participation civique à la recherche du vivre ensemble et de la cohésion sociale au sein de la société en général, le prix Jeunesse engagée de cette année 2021. Elle mérite notre reconnaissance et une grande main d'applaudissements. Elle s'appelle Yvette Umuhire. La parole est à toi, Yvette. Mesdames et messieurs, je tiens à exprimer ma gratitude et remercier le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix pour ce prix. J'ai été surprise d'apprendre que j'étais la lauréate du prix Jeunesse engagée cette année. C'est avec une grande humilité que j'accepte ce prix. Je voudrais dédier ce prix à la jeunesse rwandaise qui œuvre quotidiennement pour la paix, la vérité, la justice et la véritable réconciliation au Rwanda et dans la région des Grands Lacs. Je tiens particulièrement à souligner l'engagement et l'abnégation des jeunes à l'intérieur du Rwanda, qui se battent sans relâche, souvent même au péril de leur vie. Je pense notamment à Kizito Mihigo, Bahati, Gérard Niyomugabo, Viateur Mitsindo, Tiuma Hassan, Théoneste Tsendimana, Ida Mandi et beaucoup d'autres. Je dédie également ce prix aux réfugiés rwandais, aux enfants et aux jeunes, je veux dire ceci. Si longue et si noire que soit la nuit, il vient toujours une heure où enfin le jour se lève. En 2001, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à m'intéresser de près à l'histoire du Rwanda. À ce moment-là, il y avait un procès fort médiatisé en cours. Ce procès m'a ouvert les yeux sur la tragédie rwandaise. Quelques années plus tard, je me suis engagée au sein de Jambo Asbel
dans le département Mollet, Mémoire et Justice. Avec mes collègues de ce département, nous avons créé un environnement propice à la réconciliation, un environnement où la victime est centrale, où son histoire n'est pas instrumentalisée, un environnement où la hiérarchie de la douleur n'a pas sa place. En décembre 2014, la plateforme SOS Réfugiés a organisé son premier événement caritatif pour aider les réfugiés rwandais en RDC. C'est alors que j'ai découvert des images qui resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Des jeunes filles de mon âge vivant dans des conditions atroces. Je me suis vue, à l'âge de 7 ans et demi, sur le chemin de l'exil au Zaïre. L'odeur des cadavres tués par la choléra, la famine et j'en passe. J'ai eu la chance de quitter ce calvaire assez rapidement et de me retrouver en Europe, dans le confort. Eux n'ont pas eu cette chance. Pourquoi? Certains diront la chance, d'autres le destin. Mais une chose est sûre. Quand j'ai vu ces images, je ne pouvais pas rester sans rien faire. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler sur les projets de SOS Réfugiés depuis 2015. C'est avec un sentiment de tristesse que je constate que malgré les aides financières que nous pouvons leur apporter, cela ne change pas grand-chose au désespoir lié à leur avenir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je profite de cette opportunité pour, du fond de mon cœur, lancer un appel aux Canadiens qui peuvent être sensibles à la cause des enfants et des femmes réfugiées. Vous pouvez changer leur vie, leur offrir un meilleur avenir, un pays sécuritaire qui peut les accueillir. Pour en revenir à mon engagement, le 5 juillet 2018, j'ai fait ma plus belle rencontre, mon fils. Devenir mère vous transforme. Soudain, de nombreuses questions se posèrent, dont celle de savoir comment j'allais lui parler du Rwanda, ce pays que je chéris profondément, mais dans lequel je n'ai vécu que les 7 premières années de ma vie. J'ai donc commencé à écrire des petites histoires pour lui parler de l'Afrique en général, mais aussi du Rwanda, le pays de ses parents. En même temps, je me dis que ces petites histoires réjouiront des milliers d'autres enfants dans le monde, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Les enfants ont l'esprit ouvert aux apprentissages, quelles que soient leurs origines. Je souhaite donc que mes livres soient un point de rencontre pour les enfants du monde, avec une ouverture sur une société plus inclusive. Enfin, je voudrais terminer en rendant un hommage particulier à une icône rwandaise, Victoire Ingabire Umuhoza. Merci d'être une inspiration, un modèle de bravoure pour une lutte pacifique que vous menez pour la justice et la liberté depuis plus de 10 ans. Je vous remercie. Je vous présente Madame Natacha Avingeneye,
une femme qui est assoiffée de justice et amoureuse de la liberté. Très jeune, elle a été confrontée à l'ampleur de la souffrance des victimes des tragédies des pays des Grands Lacs d'Afrique. Face aux injustices et surtout en voyant si peu de gens prendre leurs responsabilités pour faire changer les choses, sa conscience et sa fougue de jeune amoureuse de la liberté l'ont poussée à s'engager dans un combat contre l'impunité, pour la reconnaissance de toutes les victimes, pour qu'enfin les peuples de la région des Grands Lacs africains puissent cohabiter sereinement dans leur pays. Son but est de promouvoir les échanges socioculturels et de mener des projets visant la paix, le dialogue, la justice, la cohabitation et le développement durable en Afrique des Grands Lacs et dans la diaspora. En voulant sensibiliser un public de plus en plus indifférent à cette situation, en refusant le statu quo, en se rebellant contre l'inacceptable à ses yeux, son engagement fut un parcours semé de belles rencontres, de riches débats d'idées et de confrontations d'opinions. Aujourd'hui, au sein d'une organisation non gouvernementale, Jambo ASBL, elle a mis sa pierre à l'édifice d'une façon structurée. Il est vrai que l'ampleur de la tâche peut décourager beaucoup, mais les progrès enregistrés sont le moteur de sa motivation. Madame Natacha Abingeneye croit fermement que le changement commence par soi et affirme qu'en s'inscrivant pleinement dans cette démarche pour une paix durable dans nos pays, nous en sommes acteurs à part entière. Plus que jamais, dit-elle, soyons maîtres de notre destin. Madame Abingeneye est toujours en mode solution au conflit. Elle essaye avec d'autres, à travers différents projets, de mettre en place des solutions qui sont à ses yeux essentielles à l'épanouissement des peuples de la région des Grands Lacs. Voici, mesdames et messieurs, les raisons qui nous ont convaincus que Natacha Abingeneye mérite la place de marraine de l'événement. L'événement, la Journée de la Relève 2021, et nous la remercions d'avoir accepté. Je vous demande donc, mesdames et messieurs, d'accueillir Madame Natacha Abingeneye. Merci beaucoup Janine. Je suis vraiment très honorée d'avoir été choisie comme marraine de cet événement. Et je tiens à féliciter Yvette Umuhire, lauréate 2021. Bravo Yvette, tu as bien mérité cette distinction et tu sais à quel point je t'admire. Continue tous tes efforts et tous tes engagements et surtout, je serai à tes côtés, tu le sais. Merci beaucoup et bonne continuation au réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Vive l'engagement de la jeunesse. Merci beaucoup.